m'a demandé de parler d'un sujet pas trop yéyé, en fait. Un sujet qui est un sujet qui est quand même très, très large. Je ne sais pas si vous, je sais pas si vous êtes tous des patients ou vous êtes des bénéficiaires ou il y a des gens du personnel de la santé ici, mais on m'a parlé d'un sujet qui est très, très important, qui influence beaucoup les résultats au niveau de la santé des patients. Donc, qu'est-ce que c'est? J'ai marqué confiance, observance ou adhésion thérapeutique. De quoi parlons-nous? Je vais vous expliquer pourquoi j'ai marqué ce titre-là. C'est que dans la littérature, quand on revise tout ça, souvent, il y a des gens qui vont utiliser observance, confiance, adhérence et on devient tout mélangé au niveau du langage. Puis là, on s'y perd. Ce que ça veut dire, c'est est-ce que vous prenez votre traitement correctement? Que ce soit dans votre cas ici, je ne sais pas pour la plupart si vous prenez des traitements, que ce soit sur le plan médicamenteux, donc pilule, ou traitement intraveineux, sous-cutané ou peu importe, on parle d'un traitement, est-ce qu'on le respecte? Est-ce qu'on le prend dans son entièreté? Est-ce qu'on le prend correctement? Ou est-ce qu'on le prend à 10% et l'impact qui est en lien avec ça? Donc, on m'a demandé de parler de ça. C'est un sujet qui est très, 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 très qui est très, très surveillé par des pharmaciens, par des psychologues, qui vient chercher un groupe de professionnels de la santé à tous les niveaux parce qu'il y a un impact qui est majeur, soit au niveau de la santé, soit au niveau économique aussi. Donc, si on fait un petit résumé, parce que j'ai essayé de vulgariser ça pour que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle ici. Si on parle d'observance, on est dans la sémantique, donc on est dans la traduction ici. C'est la même chose que le fameux mot compliance que vous avez peut-être déjà entendu parler ou que le médecin va dire il n'est pas compliant ou il y a ci ou il y a ça ou l'infirmière va dire ça. Mais le mot compliance, c'est vraiment un anglicisme. Donc, on utilise le mot observance. Qu'est-ce que l'observance? L'observance, c'est le comportement. Donc, vous, comme personne, vous êtes la personne qui avait un traitement. Donc, vous êtes celui ou celle qui est en charge de votre traitement, de vous rendre à votre traitement, de prendre votre traitement. Donc, c'est le comportement. Qu'est-ce que moi, comme individu, je fais et est-ce que je le fais correctement? Donc, ça, c'est la partie qui est mesurable. Comment je peux mesurer un comportement? Vous allez me demander. Il y a la partie directe qui est soit des prises de sang. Ça, c'est aussi simple que ça puisse avoir l'air. Je peux avoir une idée de votre évolution en faisant une prise de sang. Puis je peux aussi décider de faire ça de façon avec des questionnaires. Ça, ce serait la partie indirecte. L'adhésion, c'est un synonyme, mais l'adhésion, c'est la motivation ou mes attitudes par rapport à mon traitement, mon opinion, l'opinion du patient par rapport à ça et sa coopération. Si je adhère mal, c'est sûr que mon comportement ne sera pas maximal. OK? Et ce qu'on dit aussi, c'est que parler d'adhésion, c'est prendre conscience que l'observance, donc mon comportement, il n'est pas stable dans le temps, il évolue et il est soumis à des facteurs psychologiques environnementaux, donc on va parler tout de suite après, qui sont les facteurs principaux qui peuvent changer votre comportement dans le temps à vouloir soit cesser un traitement ou à le prendre de façon plus ou moins régulière, ou de le prendre de façon régulière aussi, on n'est pas tous à la négative. Selon l'OMS, je ne sais pas si vous êtes tous familiers, c'est l'Organisation mondiale de la santé, il y aurait 5 facteurs qui peuvent influer le comportement d'un individu. Donc, les facteurs chez M. Brown, vous connaissez tous Charlie Brown, on parle toujours, quand on parle d'observance ou d'adhérence, que c'est le patient qui est le responsable. Hein? Un patient qui part de l'hôpital, puis ses niveaux ne sont pas bons, ou, je ne sais pas, moi, son cholestérol il est très élevé, mais on a dit tout de suite, ben, il n'a pas pris ses pilules. OK? En réalité, ça va plus loin que ça. Il faut poser, sans vouloir poser un jugement, ça c'est la partie facile. Il n'a pas pris ses pilules. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a 5 facteurs responsables qui peuvent être soit le système de santé qui peut être en cause, facteurs socio-économiques, la condition médicale du patient, dans quel état cette personne-là se trouve, et le type de thérapie. Je vais vous expliquer de quoi on parle ici. Le fameux patient. Est-ce que tout le monde connaît Charlie Brown? Parce que moi, je suis vieille, là. J'ai fini en 86, ça veut dire que ça fait 30 ans que je travaille cet été. Qu'on a-tu des cadeaux à 30 ans? Je ne sais pas. Mais ça fait 30 ans, puis que moi, je suis la génération de Charlie Brown. En tout cas, le fameux patient, qui est nous, en fait, tout le monde, l'humain comme tel, peut avoir une diminution au niveau de son adhérence, ou du moins son comportement peut changer selon ses conditions physiques ou psychologiques. Donc, c'est sûr que si moi j'arrive, j'ai quelqu'un devant moi qui a un problème de vision, qui entend mal,
je sais pas moi, chaise roulante, difficulté à se déplacer, difficulté à avaler selon l'âge ou peu importe le type de pathologie, c'est sûr que je vais gérer quelqu'un qui va avoir besoin d'une assistance particulière. La même chose, l'autre problème, les problèmes psychologiques que le patient peut encourir, si jamais vous avez, qu'est-ce que vous comprenez de votre maladie? Je veux dire, qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui peut influencer négativement votre adhérence comme personne? Pourquoi moi, tout d'un coup, j'arrête de prendre mon traitement ou pourquoi je devrais débuter un traitement? Donc, qu'est-ce que je comprends au niveau de ma maladie et des risques? Est-ce qu'on m'a proposé le traitement? Je ne comprends pas le but, donc je ne le prendrai pas ou je vais le prendre à moitié. Quelles sont mes attentes? Et la crainte des effets secondaires est très importante chez le patient. Et la frustration envers le personnel de santé, ça, c'est des choses qu'on voit quand même assez souvent. Pas chez nous parce que ça va bien. Et la confiance en soi. Le patient comme tel, est-ce qu'il se fait confiance en lui-même? Est-ce qu'il fait confiance au personnel de la santé? Ça, ce sont des facteurs en lien avec le patient qui peuvent influencer sa façon de prendre sa médication ou son traitement X. Okay? La condition médicale de M. X ou de Mme X, quand on parle de comorbidité, et c'est souvent ce qu'on voit chez le monde des adultes, on traite, mais souvent, il n'y a pas juste un problème de santé, il y a plusieurs problèmes de santé. Donc, comorbidité ici, on a des gens qui ont plus qu'une maladie chronique. Donc, ils ne sont pas chanceux, ils ont d'autres choses, ils ont des insuffisances cardiaques, ils sont diabétiques, ils peuvent avoir une déficience primaire, immunitaire primaire, ils peuvent avoir plusieurs conditions. Ça peut affecter quelqu'un à rajouter un élément quelconque qui fait que la personne pourrait dire, ben écoutez, moi j'en ai assez, là, je ne prends pas votre fameuse pilule. La pensée magique, on en a parlé tantôt, je suis asymptomatique, je vais bien. Je prends mes traitements chaque mois, surtout dans votre cas ici, ça va bien, je n'ai pas besoin d'aller à l'hôpital, je n'ai pas besoin de venir voir le médecin. Et ça, je vais bien, je décide d'arrêter pour une raison quelconque, ça va bien, j'en ai plus besoin. Dépression à répétition, les retards intellectuels peuvent causer une entrave au traitement. La sévérité des symptômes. Hein, vous avez beaucoup de symptômes. Le produit X que vous prenez vous donne des symptômes. J'arrête, j'ai pas le goût. La drogue, l'alcool, perte de mémoire, les fonctions cognitives, c'est si j'oublie de prendre un traitement parce que tout d'un coup, pour X raisons, mon cerveau fonctionne moins bien, parce que j'avance en âge ou bien sûr, vous ne serez pas en mesure la personne ne sera pas en mesure de prendre son traitement correctement. Le socio-économique, évidemment, nous, on vit à Montréal, fait qu'on a à vivre beaucoup avec des patients qui sont unilingues. Peu de support familial, on a une population ici à Montréal qui est quand même assez seule et âgée. Une dynamique familiale perturbée pour entraver ça. En fait, tous les facteurs que vous voyez ici, c'est des facteurs qu'on vit au jour le jour, au quotidien, qui sont des facteurs au niveau socio-économique. Le transport semble être un problème. Moi, j'ai des problèmes avec le transport beaucoup à l'hôpital. Je gère ça avec des travailleurs sociaux parce que ça, c'est un problème qui est majeur chez les personnes âgées aussi. Les croyances et cultures, ça aussi, on a des gens qui arrivent de l'extérieur du pays. La langue, l'unilinguisme et les croyances et cultures, je veux dire, c'est sûr que ce sont des étapes de plus à franchir en expliquant tout ce qui leur arrive et tout ça. Si on a mal compris, ben écoutez, pas plus eux que d'autres, mais parfois ça demande un effort supplémentaire dans le sens où, je veux dire, on part d'un peu plus loin. La thérapie, si le traitement est complexe, si c'est pas juste une fois par mois d'infusion, si c'est un traitement qui demande 3, 4, 5 injections par semaine, je ne parle pas pour juste des patients en immunodéficience primaire, je peux parler dans d'autres catégories de la médecine. Des traitements qui demandent de la dextérité. Ça, on le voit souvent, les gens se découragent, ils arrêtent. La durée du traitement, bien souvent, quelqu'un qui a un problème chronique, c'est quelqu'un qui a été diagnostiqué depuis l'enfance ou du moins l'adolescence ou peu importe l'âge et qui traîne son bagage jusqu'à la fin de ses jours. Et il y a du découragement. L'effet bénéfique qui retarde, bien souvent, on le voit parfois avec les traitements. Je prends une pilule, pourquoi je la prends? Il me semble que j'ai encore tel type de symptômes, ça ne fonctionne pas, je balance tout ça. Le stigma social, en réalité, c'est, on le voit peut-être moins dans un milieu comme l'immunologie. Moi, je l'ai vu beaucoup avec des patients séropositifs où dès qu'ils sortaient leur pilule, ils savaient très bien qu'il fallait qu'ils se cachent parce que au travail, ils savaient très bien que ce type de pilule-là est en lien avec le VIH. Donc,
j'avais plus ou moins le goût de le prendre, ça me stresse, je me sens jugée, j'arrête. Est-ce que la thérapie, au niveau de ma qualité de vie, change quelque chose dans mon comportement? Est-ce que cette fameuse pilule-là ou ce fameux traitement-là, est-ce que ça change quelque chose dans mon comportement? Est-ce que ça me rend étourdie? Est-ce que j'ai le goût de dormir? Si ça change quelque chose dans ma qualité de vie, j'ai vraiment pas le goût de le prendre. Et les effets secondaires, bien sûr, peuvent être contribués à une cessation de traitement ou du moins à une diminution de la fréquence des traitements. Le système de santé, je suis certaine que vous m'attendiez avec celui-là. Ça, c'est le gros chunk, comme on dit en anglais. C'est vraiment la grosse partie. Les consultations médicales trop rapides, j'ai lu quelque chose là-dessus récemment où on me disait, puis je suis encore sous le choc, 50% des patients qui sortent d'un bureau de médecin n'ont rien compris. Puis c'est pas parce que les gens sont pas intelligents, c'est parce qu'on a utilisé un langage qui n'était pas approprié pour la personne. Donc 50%, c'est énorme. Est-ce qu'ils vont revenir après? J'espère. Il y a aussi le type de lien que vous avez avec l'intervenant. Est-ce que c'est un lien qui fait que vous êtes en confiance? Est-ce que vous pensez que vous pouvez cheminer à long terme avec cette personne-là aussi? C'est bien important. Et ce qu'on disait aussi, c'est que le médecin, le langage utilisé aussi, c'est que bien souvent, la communication est un problème parce que les médecins, bien souvent, ça aussi, c'est dans ma littérature de l'OMS, que les gens qui consultent, non seulement ils sortent et n'ont rien compris 50% après, mais les médecins ont tendance à interrompre le patient après 22 secondes. Ça, Et la personne parle de ses effets secondaires ou de ses problèmes X, mais là, le médecin va interrompre. Je suis désolée pour les médecins, ils sont en minorité ici aujourd'hui, mais ils sont pas là. Mais 22 secondes après, on a tendance à couper le patient pour justement le remettre à l'ordre puis dire, ben non, ça va bien aller, il n'y aura pas de problème. Donc, la personne n'a pas le temps de s'exprimer jusqu'à la fin. Le matériel éducatif peut adapter, ça aussi, ça arrive, évidemment, essayer d'utiliser quelque chose qui est en lien avec la langue de la personne et l'adapter en fonction de ses capacités intellectuelles le plus possible. La disponibilité des intervenants, c'est bien, bien important parce que si moi, quand on vous donne un traitement, on vous a référé une infirmière après, s'il y a des questions, il y a un questionnement, puis il n'y a pas de suivi, vous n'êtes pas capable de rejoindre, puis vous passez par une centrale de rendez-vous, vous faites le fameux cercle, vous faites le fameux cercle, vous n'arriverez à rien, ça va vous frustrer plus que d'autres choses. Et il y a des chances que votre adhérence au traitement diminue fortement. L'accès à un médecin spécialiste, à Montréal, c'est peut-être mieux en région, je ne sais pas de quoi ça a l'air. L'attente peut faire que au prochain rendez-vous, les prochains rendez-vous sont espacés, il y a de l'attente entre les deux, donc ça peut entraver aussi au niveau du traitement. Peu de continuité de soins, si jamais vous n'avez pas la chance d'avoir une infirmière ou une infirmière pivot, quelqu'un qui est là pour vous. Ça, c'est des choses aussi qui vont jouer. Et la communauté, bien sûr, un lien à jouer parce que si on n'a pas si on n'a personne au niveau de la communauté qui est prête à nous supporter, parce que c'est pas juste l'hôpital, c'est la communauté parfois où on a besoin de services et d'aide. Et moi, ça m'arrive de consulter quand même assez régulièrement parce que j'ai une clientèle plus âgée. Si j'ai pas de collaboration, je veux dire, on va pas nulle part non plus, donc les gens se découragent. L'impact. Comme vous voyez, j'ai des belles Smarties en haut. L'impact que ça a, c'est que l'OMS a dit que si j'adhère pas à un traitement, puis là, je parle pas juste pour les patients ici, je parle pour les maladies chroniques en général, bien sûr. C'est un problème qui est mondial dans les pays en développement, pas en développement, mais les pays développés, en fait, devrais-je dire, qui est mondial, en fait, qui n'est pas juste Amérique du Nord, qui n'est pas juste européen. Et ce que ça fait, c'est qu'on dit que 20 à 50% des patients avec une maladie chronique seraient inobservants. C'est un gros chiffre. Par contre, ça touche peut-être moins les gens dans la salle ici. Par contre, ça touche des gens qui ont 5 pages de médicaments à prendre. Bien souvent, on voit, là, les gens arrivent, ils ont 5 pages, ils ont des médicaments, c'est énorme. Des fois, on va prendre une journée sur 2, on n'a pas le goût de le prendre, ou on ne sait pas du tout ce qu'on prend. Ça aussi, c'est un problème. Fait que des fois, on va décider d'arrêter. Et ce qu'il dit, c'est que la moitié des médicaments prescrits par l'OMS, les patients en prennent seulement la moitié.
comme exemple, l'hypertension, il y aurait juste 50 à 70 des gens qui seraient adhérents ou qui auraient un comportement adéquat, dans le sens où ils prendraient leur comprimé tous les jours. Et un patient sur 5, Coumadin, le Coumadin, oubliez ça, c'est un anticoagulant, mais des troubles de rythme cardiaque, on peut le prendre pour différentes raisons, mais entre autres, ceux qui ont un trouble de rythme cardiaque vont cesser la thérapie dans la première année. Donc, on voit que ça a c'est gros. Et là, la question est de savoir qu'est-ce que ça nous donne, quel est l'impact pour le patient. Donc, si j'ai une bonne adhérence ou observance ou j'ai une mauvaise, donc si je suis un adhérent, si mon comportement il est presque parfait ou du moins je collabore bien au traitement, je vais ressentir les bénéfices et les avantages. Je vais être moins malade, je vais avoir moins de symptômes, moins d'infections. Et je vais avoir une réussite personnelle aussi parce que bien souvent, il faut réaliser que vous ne le faites pas pour le médecin ou l'infirmière, vous le faites pour vous. Donc, c'est sûr que si vous allez au bout du cheminement, la réussite personnelle, je veux dire, c'est vous, là, au bout de la ligne, qui êtes la personne qui est content d'avoir participé à votre soin vous-même. Ça diminue les coûts au système de santé. Il faut bien penser que on est tous payeurs de taxes. Donc, en réalité, le système de santé, on sait que ça coûte très, très cher. Et si quelqu'un adhère mal ou si vous prenez mal votre traitement, vous venez d'augmenter un coût qui est énorme à la société. Et vous allez revenir à l'urgence, vous allez avoir plus de symptômes. Si vous ne prenez pas votre traitement X, c'est officiel. OK? Ça reste que c'est un libre choix, mais c'est ce qu'on dit le long terme. Si vous voulez survivre, si vous voulez vivre longtemps, on sait très bien qu'une maladie chronique, c'est assez embêtant parce que vous êtes pris avec ça jusqu'à votre mort. Donc, si vous voulez avoir une qualité de vie qui a de l'allure, je pense que la balle est dans votre camp. Dans les stades de vie, ça, j'ai essayé, ça, je pense que j'aurais fait une thèse de maîtrise avec ça, parce que l'information était plus ou moins complète dans ce que j'ai fait dans ma revue de littérature. Chez les enfants, puis d'ailleurs, soit dit en passant, bravo pour les ados qui sont ici dans la salle, là, parce que je suis bien impressionnée de voir des enfants ici un samedi matin, là, en tout cas, un samedi matin. Là. Alors, chez les enfants, qu'est-ce que ça représente un traitement, puis qu'est-ce que ça représente l'observance? On dit que c'est de moyen à bon. Puis là, vous allez être surpris parce que vous êtes tous des parents ici avec des enfants, donc c'est sûr que vous occupez de vos enfants probablement plus que la normale des gens. J'aime pas le mot normal, mais vous êtes probablement plus impliqués, disons. Et ce que ça fait, c'est que l'enfant, bien sûr, en bas âge, est dépendant du parent, mais la motivation du parent, son implication, sa compréhension du traitement, tout est là. Et si le parent n'a rien compris, ça va faire la même chose que chez l'adulte, il ne va pas aider son enfant. OK? Et on dit que les parents travaillent de plus en plus, puis ça c'est vrai, on n'a pas le choix, tout le monde travaille maintenant. Et les parents sont fatigués et on a tendance à déléguer des choses en bas âge chez les enfants. Donc, ce qu'ils ont découvert, c'est que beaucoup de parents responsabilisaient leur enfant vers le 10 ou 11 ans, en bas âge. Et l'enfant se décourage parce qu'il y a une limite à ce qu'un enfant est capable de prendre. Donc, ça, c'était ce qui faisait qu'on avait un changement au niveau de l'adhérence, au niveau du traitement, peu importe le type. Et chez les ados, les ados, vous le savez, c'est une catégorie à part. J'en ai chez moi, fait que je vis avec ça tous les jours. C'est une étape dans notre vie. Alors, on sait très bien, c'est connu dans la littérature, que l'adhérence chez un ado, peu importe le type de maladie chronique, il y a un découragement qui s'installe. Écoutez, elle est transitoire. Il y a une révolte. Souvent, on va annoncer un diagnostic parce que l'enfant a été traîné à l'hôpital toute sa vie, au Children, à Sainte-Justine ou peu importe où. Et là, tout d'un coup, il y a 12, 13, 14 ans, puis là, on doit lui dire qu'est-ce qu'il y a. Parce qu'avant, il ne posait pas trop de questions parce qu'il prenait sa pilule rouge, sa pilule verte, son injection. Puis, ça allait de soi. Sauf que là, oups, tout d'un coup, à un moment donné, on frappe un mur, on dit, ben là, moi, j'ai 12, 13 ans, le copain à l'école, là, je m'excuse, mais il prend pas ça, lui, OK? Puis là, ben, les amis, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'injectes des choses? Pourquoi tu es toujours à l'hôpital? Alors, la pression, elle est énorme chez les ados. Il veut être indépendant, il se décourage et vient la suite qu'on connaît. Moi, je l'ai connu chez des enfants séropositifs où c'était la catastrophe, bien sérieusement, qui sortent du Children ou qui sortent du Sainte-Justine. C'était la même chose. À long terme, on arrêtait tout, on cessait tout. C'est l'équipe d'immunologie de ces deux endroits-là, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Et là, je le connais, je le vois présentement avec des jeunes adultes que moi, je reçois de Sainte-Justine, pas de Sainte-Justine, mais du Children.
Puis je peux vous dire qu'ils ont passé leur période ado, ils sont rendus à 17, 3 quarts, 18, parce qu'ils nous les envoient très, très jeunes maintenant. Et je peux vous dire que dans ma gang, là, je pense que c'est ceux qui collaborent le plus, en fait, qui sont toujours à leur traitement à l'heure. Fait qu'il ne faut pas vraiment dire parce que tu es un ado, tu arrêtes tout, mais la réalité fait que chez les ados, bien souvent, on a une espèce de désenchantement, de démotivation, puis on arrête les choses. En fait, les recommandations pour des ados, puis là, j'insiste un peu là-dessus parce que je pense que dans une maladie chronique, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette partie-là de leur vie. Ils disent que les parents doivent être... C'est sûr qu'on a tendance, comme parents, à vouloir continuer d'aller avec eux à leur rendez-vous, puis tout faire, puis continuer de les materner. Mais ils disent de les superviser, mais avec respecter leur autonomie, puis d'essayer d'établir un système de partenariat pour leur laisser le plus d'autonomie possible et d'être patient. Puis à un moment donné, ça arrête, puis ça revient. Chez les adultes, l'adhérence, l'observance, elle est variable. Elle est en fonction du lifestyle, du style de vie, en fait. Et on sait très bien que les raisons qui font que quelqu'un pourrait cesser un traitement ou pourrait décider d'être 50% adhérent, fait que les gens sont surchargés, stressés, et souvent leurs priorités sont centrées sur les enfants ou sur autre chose, ou sur le travail carrément. On oublie de s'occuper de soi-même souvent à l'âge adulte. Et la motivation est présente, mais le comportement va fluctuer. Donc, je veux être adhérent, mais mon comportement va fluctuer parce que j'ai pas le temps, parce que moi, j'arrive à 10 heures le soir, puis j'ai souvent ça, moi, avec des gens qui font leurs injections là, de sous-cutané, comme on dit. Mais là, j'ai pas le temps. OK. Trouvez-vous le dimanche soir, il y a des choses, il y a des gens qui recommandent le dimanche soir où ça semble être Alors, il faut trouver un peu des portes de sortie. L'adulte, c'est peut-être un peu plus facile, où on a, je vous dirais, les stades de vie où c'est peut-être un petit peu plus complexe, peut-être la personne âgée, puis l'ado, où il y a un peu plus de challenge à essayer de trouver une porte de sortie ou du moins, je cherche mon expression, c'est en français, mais une stratégie, en fait, pour aider la personne à rester adhérente. Chez la personne âgée, écoutez, moi j'ai une clientèle de 18 à 80 et quelques. C'est sûr que tout ce que je vous dis, je le vois, c'est rien d'inventé, mais c'est des choses qui sont ressorties aussi par la plupart de tout ce que j'ai vérifié en termes de littérature. Je n'ai rien inventé, mais il y a aussi dans le concret, je le vois quand même assez régulièrement. L'état cognitif est quelque chose qui fait que la maladie chronique, les gens évoluent. On a commencé en bas âge, on va finir à 80. Comme vous voyez, j'ai des gens de 80 qui ont des expériences de traitement à long terme, qui se ramassent avec une comorbidité qui est énorme. On a du diabète comme tout le monde. On va tous avoir à un certain moment donné à vivre avec une maladie chronique comme telle. Qu'on ait 70 ou 75, on va tous avoir à vivre avec ça. Mais dans le cas du groupe que moi je suis, je vois une lente évolution et je vois que les gens ont un processus de vieillissement qui est peut-être un petit peu plus rapide en lien avec le fait qu'ils ont plusieurs problèmes de santé. Donc, l'adhérence dans votre groupe à vous, malheureusement, après avoir revisé tout ça, écoutez, comme je vous dis, j'ai eu comme 2 mois pour me préparer ou 1 mois et demi. Ça me fatiguait un peu d'essayer de voir qu'est-ce qui avait été dit ou qu'est-ce que la littérature disait en lien avec les gens qui avaient des déficits immunitaires primaires ou secondaires. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui expliquent le fonctionnement immunitaire. Il y a beaucoup de littérature en fonction avec qu'est-ce que l'IV, qu'est-ce que le sous-cutané, mais il y a très peu d'études qui vont parler du comportement des patients en lien avec le traitement. Donc, on parle des facteurs motivationnels. Donc, en fait, il y a eu très peu d'études qui ont mesuré le comportement des gens. En fait, l'étude, je pense que j'ai passé quelque chose, il y a Sainte-Justine qui a fait quelque chose en 2014 où, si jamais tout ça, je pourrais vous les mettre en ligne avec le groupe de l'APIC. Je n'ai pas mis mes références, mais en réalité, il y a il y a quand même pas mal d'études. Je ne sais pas pour toutes vous les énumérer, j'ai pris les principales. Et Sainte-Justine avait fait quelque chose en groupe avec, je pense qu'il y avait Dr Haddad, en tout cas c'était un groupe, un consortium, là. Et ils avaient étudié 143 patients d'immunodéficience primaire et non pas secondaire. Il y en avait suivi 51 qui étaient déjà sur traitement intraveineux pendant 52 mois. À qui ils ont fait le choix? Mais ces gens-là étaient sur intraveineux, ils ont fait le choix. Est-ce que vous désirez continuer sur l'intraveineux ou est-ce que vous voulez faire un switch au sous-cutané? Alors, ça, c'était le groupe switch. Okay? Après ça, la balance, le 92, qui ont suivi pendant 11 mois, ils étaient naïfs. Naïfs, ça veut dire que c'est des gens qui étaient nouvellement diagnostiqués.
À qui, là, on a offert le choix? On a dit, écoutez, dans la vie, il y a l'intraveineux ou il y a le sous-cutané. Dans les 51 qui avaient du groupe Switch, il y en a 50 qui ont fait le choix d'aller sur le sous-cutané, puis 90% avaient continué. Ce que je ne sais pas là-dessus, c'est, encore là, combien sur le 90% ont manqué des doses? Ça, on ne le sait pas. Dans le groupe de naïfs de 92, donc les nouveaux diagnostiqués, il y avait 44 patients à qui, eux, on les a installés dans un bureau, puis on a dit, écoutez, vous, là, c'est ce qui arrive dans la vie. Vous avez le choix de prendre du cutané ou du intraveineux. 44 ont choisi le sous-cutané, et puis il y en a 95% qui ont continué. Puis 48 ont choisi l'intraveineux, puis là-dessus, il y en a 73% qui ont décidé de changer. Puis en fait, la conclusion de tout ça, c'est ce qu'il disait, c'est que le sous-cutané était plus populaire. Je ne suis pas ici pour vendre une méthode plus qu'une autre, mais en fait, ce qu'il disait, qu'est-ce qui avait changé à la toute fin, c'était que c'était le patient qui avait choisi, non pas c'était le médecin qui avait. On avait proposé des choses, mais c'est le patient à qui on a dit, voilà les choix. Et c'est ce qui fait que les gens avaient comme poursuivi sur le traitement. Bon, des fois, on n'a pas le choix non plus, mais en même temps, ils avaient fait leur propre choix. Et d'autres études étaient aussi sur les qualités de vie, donc sur l'adhérence et non pas sur le comportement, donc sur la motivation des gens via les questionnaires. Et Jiang et Hao, c'est un groupe qui avait comparé les PID avec d'autres maladies chroniques. Quand je dis PID, vous savez de quoi je parle, immunodéficience primaire, avec des maladies chroniques. Enfants et adultes, puis on fait des questionnaires en ligne, puis on rejoint une cohorte de, je pense, 400 ou 500 patients à travers Canada, États-Unis, Europe, en tout cas, c'est une grosse étude. Et ce qu'il disait, c'est que les gens avec des immunodéficiences primaires avaient un score qui était inférieur à celui des diabétiques et insuffisants cardiaques. Pourquoi? Parce que même si le diabétique était diagnostiqué à 50 ans, les gens avec PID avaient été diagnostiqués il y a de ça fort longtemps avant, et il y avait parfois des infections en répétition. Donc, leur qualité de vie était différente de ceux qui avaient soit une insuffisance cardiaque ou diabétique. Ils n'ont pas parlé d'âge vraiment, ils ont parlé enfants et adultes, mais je n'ai pas vraiment vu un bilan en fonction des groupes d'âge. Ça aurait pu être intéressant. L'étude d'Espanol, ça aussi, c'est une étude qui était très, très, très intéressante, où il parlait de qualité de vie, où les gens disaient que 76% d'entre eux qui avaient un traitement actuel, que ce soit intraveineux ou subcutané, étaient très satisfaits de ce qu'il y avait. Par contre, tout le monde avait tous la même conclusion, ou du moins avait le même rapport dans le questionnaire, où il disait qu'il aimerait mieux avoir des traitements à domicile, que ce soit intraveineux ou subcutané. Intraveineux, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça se fait à domicile en Europe et aux États-Unis. Ça ne se fait pas au Québec ni au Canada. Et puis, il voulait avoir moins d'aiguilles et moins d'effets secondaires. Donc, tout le monde s'entendait là-dessus, que ce soit enfant ou que ce soit. Le répondant, en fait, c'était soit le parent ou c'était le patient lui-même. Dans les stratégies, en fonction de vous, comme patient ou comme individu, puis en fonction du professionnel de la santé, je pense que les deux ont des rôles à jouer qui sont drôlement importants. Chez le patient, je pense qu'il est important, c'est créer votre contrat. Moi, je prends mon traitement parce que j'ai une raison de prendre mon traitement. C'est en lien avec vous. Quelles sont vos motivations? Peut-être créer des calendriers s'il y a lieu. Prenez votre état de santé en charge. C'est vous le boss, c'est pas le médecin, c'est pas l'infirmière, c'est pas c'est vous. Vous récompensez, des fois, ça peut être une petite chose. Là, se récompenser, je pense que ça fonctionne toujours. Ça n'a pas besoin d'être un voyage à Bora Bora. Là, ça peut être juste quelque chose de très, très simple. Ne pas minimiser ses symptômes. Si vous misez vos symptômes, bien sûr, écoutez, j'attends, j'arrive plus tard, je suis drôlement plus malade. Ça, c'est bien important d'essayer de comprendre ce que vous vivez, comment je me sens, puis j'appelle l'infirmière ou le médecin. Et les rencontres de groupe, un peu comme ici, moi, je pense que c'est bien, bien important afin de créer un soutien. Il me reste 5 minutes, j'ai presque fini. Puis le professionnel de la santé, ben, écoutez, c'est connu dans la littérature qu'on doit éduquer avant de débuter un traitement. Et non pas lancer l'information comme ça. Adapter un traitement individualisé, bien, 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 bien important. Je ne vais pas adopter un enseignement ou un traitement en fonction de. Je vais y aller en fonction de l'âge, en fonction des facteurs qu'on a vus avant. C'est quelqu'un qui a un retard mental ou avec l'âge aussi est bien, bien important. Qu'est-ce qu'on comprend? Simplifier, dédramatiser, positif, et puis la disponibilité, comme on a parlé tantôt, respecter le choix du patient. Il y a quelque chose, puis j'ai pas mis la référence, je suis un petit peu désolée, mais c'était, je pense que c'était le groupe qui s'appelle, en tout cas, je pourrais vous le mettre en ligne si vous voulez, qui ont fait une étude, je pense, en 2008 ou 2007, et qui ont parlé vraiment de stratégie, comment aider les gens à devenir
parce que c'est sûr qu'il faut qu'on trouve des solutions à cette grosse problématique-là. Donc, ça s'appelle le SIMPLE. Moi, j'ai essayé de vous le mettre en français. C'est simplifier la thérapie, diffuser les connaissances, modifier les comportements et croyances, promouvoir la communication, confiance entre l'intervenant puis le patient, laisser les préjugés de côté puis évaluer l'adhérence. Donc, si vous voyez ça, le SIMPLE, je pense que ça devrait s'adresser à tout le monde, pas juste des patients en immunodéficience, mais des patients, du moins des gens qui travaillent dans plusieurs domaines ou du moins qui traitent les maladies chroniques. Et puis, en conclusion, et j'ai fini, je vais rentrer dans le cadre de mon temps, la non-adhérence ou observance, c'est multidimensionnel, on en a parlé. Il y a 5 facteurs. C'est complexe, ça peut mener à des conséquences néfastes, que ce soit pour l'individu, pour la société, parce qu'il y a des coûts astronomiques en lien avec ça. L'utilisation de l'approche simple dont je viens de parler, les modifications des pratiques, ça peut améliorer tout ça. La réussite, puis souvent ce qu'on dit dans plusieurs documents, l'interview du médecin au départ ou du groupe avec qui on travaille est vraiment importante, tout part de là. Puis, il ne faut pas oublier d'arrêter que le patient n'est pas responsable de l'échec au traitement, mais c'est comme les 5 facteurs que je vous ai montrés parce qu'on a tendance à mettre tout ça, à dire que c'est le patient, mais ce n'est pas le patient, mais les facteurs qui contribuent. Puis, je vais vous laisser là-dessus parce que je trouvais ça bien cute. Puis, je trouvais que c'était en lien avec ce qu'on parlait un peu. Si vous voulez arrêter un traitement, vous savez qu'il y a des conséquences, mais les autres jours, vous voulez avoir une meilleure qualité de vie. Fait qu'en réalité, voilà. Je conclue là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions?